Mieux travailler ensemble en alliant sens, épanouissement et performance. Dans ce podcast, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai la chance de voir tous les jours, des personnes engagées, des initiatives créatives et surtout beaucoup d'envie de progresser vers une entreprise meilleure. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Voilà, nous avons la chance sur cet épisode de recevoir Maxime Piquette. Maxime qui est ressorti parmi les personnes quand j'ai demandé avec qui vous aimez travailler, qui selon vous a créé un cadre dans lequel il est plaisant de travailler. Maxime, ton nom est ressorti. Et donc, tant mieux. Voilà, on ne se connaissait pas avant, mais je suis ravie de te rencontrer et de s'être là d'échanger avec toi sur cet épisode. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Avec plaisir. Je suis donc Maxime Piquette, je suis marié, j'ai 2 enfants, Émile et Honoré. Je suis le cofondateur et CEO de Ocha, qui est notre mission, c'est de permettre à chacun et chacune de faire entendre sa voix grâce au podcast. Et donc plus concrètement, on aide celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le podcast, à distribuer facilement leur contenu sur toutes les plateformes qui permettent d'en écouter. Et puis, une des différences que l'on a chez Ocha, c'est vraiment d'aider nos utilisateurs à développer l'audience, à trouver l'audience et à la développer dans leur podcast. Avant ça, j'avais une première boîte qui s'appelait Radio King, qui était aussi dans l'univers de l'audio digital, qui permettait de créer sa propre radio sur Internet, un peu comme une chaîne YouTube, mais en radio. On voit le lien dans la mission. Voilà, on continue, voilà, toujours dans l'audio et toujours dans le digital. Et c'est une boîte que j'ai cofondée avec mon associé Charles, alors à la fois pendant nos études et puis qu'on est sorti, on s'est dit on va continuer comme ça. Et c'est une boîte sur laquelle on dit les start-upers disent on a bootstrappé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds, on a été bénéficiaire au fur et à mesure, on a développé cette boîte petit à petit en bon père de famille. Et finalement, c'est une entreprise qu'on a réussi à céder en 2023 au groupe Énergie. Et donc maintenant, je suis totalement focus sur Ocha. D'accord, très bien. Bon, donc merci d'être avec nous. Donc le sujet de notre podcast, c'est le mieux travailler ensemble, puisque nous, on est quand même persuadés qu'une aventure entrepreneuriale, avoir un objectif, c'est super, mais que sans le collectif, on ne fait pas grand-chose. Et donc j'aurais bien aimé avoir ta vision à toi de ce que ça veut dire pour toi en tant que dirigeant, mieux travailler ensemble. Mieux travailler ensemble. Je crois que moi, le fait de mieux travailler ensemble, c'est bien travailler ensemble. Et dans ça, pour moi, il y a 2 choses, c'est travail et plaisir. Et je pense qu'on peut mixer un peu les 2. Ok. Et c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que on doit avoir une mission, on doit pouvoir apporter une contribution réelle et sincère et concrète à ce collectif et finalement à cette entreprise. Ça reste une entreprise, donc il faut la développer économiquement, il faut la développer sur ses marchés, trouver plus de clients et la faire grandir. Voilà, donc ça, chacun apporte sa contribution là-dessus. Mais moi, ce que j'aime à rappeler aux personnes avec qui je travaille, etc., c'est de dire, oui, on travaille ensemble, mais souvent, on passe parfois plus de temps ensemble qu'avec nos propres conjoints, partenaires, familles, etc. Donc, à un moment donné, si cet espace de temps dans notre vie qui va être quand même assez important et pas spécialement plaisant, ça ne vaut peut-être pas la peine. Et donc, c'est l'idée de dire toutes les journées ne seront pas superbes, c'est sûr. Il y aura des moments difficiles, il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément toujours simples, mais essayons de faire aussi en sorte que, à côté de ça, on ait des bons moments à passer ensemble, qu'on puisse rigoler, s'amuser, passer des moments agréables en dehors de juste le boulot. Et puis, mieux travailler ensemble, je trouve que c'est aussi cette idée où on contribue tous à quelque chose et on en a une réelle conscience. Ok, alors... Moi, tu viens de dire 2 choses là qui me titillent un peu, où je me dis, si je suis à la place des auditeurs, j'aurais envie de creuser. Je te donne les 2, comme ça te laisse le temps de réfléchir en arrière-bande et en même temps, on les prendra une par une. Il y a un sujet sur la contribution, il faut qu'ils sachent à quoi ils contribuent. Ouais.
ça me parle beaucoup, mais j'aimerais bien que toi, tu nous donnes cette vision, concrètement, comment tu fais. Ouais. Et le deuxième chose, c'est le plaisir. Et je vais tirer le trait grossier, mais des choses qu'on entend régulièrement en disant, comment tu tombes pas dans on se fait plaisir et de cette là, les pauses de 5 minutes deviennent des pauses de 25 minutes, la pause déjeuner déborde. Comment tu cadres cette notion de plaisir et de contribution. Je sais pas par laquelle tu veux commencer de ce fait. J'ai presque envie, tu vois, j'ai presque envie de démarrer sur la deuxième, mais je pense que la première, et elle est importante pour répondre à la deuxième. Ok, alors on démarre dans l'ordre. Donc, comment on donne du sens au fait que chacun contribue ? Chez nous, c'est très simple. On a mis en place un système qui est bien connu dans plein de boîtes, les OKR. Oui. Voilà. Chez nous, on appelle ça des road to. Et comme on est dans l'univers un peu spatial, c'est à chaque fois un nom de planète. Road to, en ce moment, tu vois, on clôture Road to Jupiter et on va démarrer Road to Neptune. Voilà. J'aime Très bien. Ouais, Sympa. c'est sympa. Ouais, voilà. okay. Et donc, on a ce qu'on appelle chez nous des road to. Et l'idée, c'est de dire, on va pendant 3 mois travailler ensemble. Hein, ça marche par trimestre. On va travailler ensemble, chacun de notre côté, sur un ensemble de missions que l'on se donne. Donc on se donne des objectifs. Et ça, si tu veux, on le cadre très simplement. C'est chaque pôle chez nous, alors marketing, sales, tech, etc. Chacun définit ses objectifs. Et dans chaque objectif, on définit un peu ce qu'on appelle donc les KR. Oui. On peut appeler ça des tâches, des key results, comme on veut, mais des résultats clés. Oui, qui te permettent de mesurer les avancées. Exactement. Et de créer des tâches derrière. Voilà. Généralement, nous, on aime bien faire quelque chose quand même assez concret. Voilà. On veut des choses concrètes qu'on puisse se dire, ok, ça, c'est bon, c'est validé. Comment tu garantis, toi, que ces objectifs qui se donnent contribuent à la feuille de route? Parce que tu sais, tu peux avoir un service qui se dit, moi, ma priorité, c'est de bosser là-dessus. Ouais. Sauf que si tu regardes en transversal, le fait d'avoir bossé sur ce sujet-là, c'est pas ce qui va faciliter la vie de l'autre service sur lequel on a besoin que lui avance. Oui. Je sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. Alors, il faut remonter sur un échelon au-dessus maintenant, avant la définition des OKR qui se fait chaque trimestre. Avant ça, il y a un peu la feuille de route qu'on se donne chaque année, qui est, nous, une keynote que l'on fait. Donc, la keynote, c'est quoi ? C'est à la fois moi qui donne la vision globale de l'entreprise. C'est chaque leader de pôle qui vient présenter aussi la stratégie de son propre pôle. Et évidemment, sa stratégie, elle dépend de la vision que j'ai pu donner en amont pour qu'il prépare aussi ça. Okay. Donc, en fait, déjà, on a cette feuille de route globale sur l'année. Par exemple, l'année dernière, c'était très clair. On se focus sur les US. On y va avec cet angle d'attaque là. C'est ça qu'on va viser, c'est ça qu'on va faire. Et puis voilà. Et chaque élément est. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, mais voilà. Oui, tout à fait. On et donne ensuite, une grosse feuille de route. Tu donnes une feuille de route et ensuite, toi, tu demandes à chaque leader de pôle de découper ça en trimestre. Ouais. Okay. Et chaque trimestre, je vérifie aussi, évidemment, avant qu'ils soient publiés, les OKR. Je me réaligne avec eux. Parfois, il y a des choses où je me dis, ah tiens, ça t'as mis ça, je pense que c'est peut-être moins prioritaire. Est-ce que t'as pensé à ajouter ça et tout ? Et voilà. Et en fait, tu sais, comme on communique tout le temps ensemble avec les leaders de chaque pôle et que je partage avec eux, justement, ce sur quoi on travaille, les choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on améliore, etc. En fait, c'est assez fluide. Ils ont toujours un peu conscience, eux, leaders de pôle, les priorités sur lesquelles on doit travailler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu arbitres quand même en disant... et tu le fais en one-to-one ou vous le faites en collectif ? Alors, moi, j'arbitre en one-to-one avec les leaders de pôle. Oui. Voilà. Et eux, avant de me le présenter, l'ont fait en collectif. Voilà, bien sûr. Ok, bien sûr. Très bien. Voilà. Mais après, avec tes leaders de pôle, vous n'arbitrez pas en collectif. C'est-à-dire que tu as une réunion avec les leaders de pôle dans lesquelles tu les aides à se parler entre eux pour qu'ils décident entre eux sans toi, ou toi tu dis non, c'est moi qui arbitre. Alors c'est des objectifs, c'est une bonne question. Moi, c'est des objectifs qui sont dédiés à un pôle. Il n'y a pas de cross, il n'y a pas d'échange entre pôles là-dessus. Okay, en fait, c'est moi qui fais en sorte qu'il y ait une espèce de synchronisation, voilà, pour qu'on soit au clair que tout va se faire comme ça. Mais en fait, ils discutent tous un peu entre eux et ils arrivent à se synchroniser un peu tout seuls. Ok. Ça marche bien. Ça marche. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de mécanique de magie qui se fait. Mais parce qu'ils sont aussi...
je sais pas, ils sont aussi dans le truc en fait. Non, mais ce que j'aime bien et ce que je souligne, parce que c'est vrai que de par notre métier chez Valeurs et Valeurs, on voit quand même beaucoup d'entreprises, c'est que tu arbitres. Et qu'à un moment, toi, tu arbitres sur ta feuille de route en disant à tel service, ok, tu t'engages à aller là-dessus sur les 3 prochains mois. Et donc, tu arbitres et tu priorises. Et on voit que ça, c'est quand même une clé de réussite dans la clarté des feuilles de route. Ce qui n'est pas si facile qu'on le croit. C'est facile à se dire là, derrière un micro, c'est pas si facile que ça dans la réalité. Et nous, ça fait maintenant, je sais pas, ça doit faire 5 ans qu'on a cette méthodologie, tu vois, où on l'a lancée et où chaque trimestre, on définit les nouveaux objectifs. Et avant ça, là, demain, tu vois, par exemple, on se retrouve tous ensemble pour célébrer la fin du dernier Road to, pour faire l'analyse, le bilan de ce qu'on a réussi et pas réussi. Ça, on le partage en équipe. Et puis, démarrer les nouveaux. Okay. Donc ça, c'est avec tout le monde. Ça, c'est avec tout le monde. Ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est top que tu dises ça, parce que donc on se connaissait pas, donc je ne savais pas, mais c'est une reco qu'on fait, nous, à toutes les boîtes qui veulent aller très vite. D'accord. C'est qu'en fait, si tu ne dois pas au moins tous les trimestres pour réaccorder l'ensemble de tes collaborateurs sur une feuille de route, sur des temps courts, mais en fait, tu ne peux pas aller vite. Et donc, c'est génial, parce que finalement, c'est ce que tu mets en place et on voit que ça fonctionne. Donc, en fait, le risque, c'est que si tu ne rechanges pas les projets en cours, tu risques de tomber juste sur les tâches du quotidien, qui sont les plus simples à faire, qui te donnent une facilité parce que c'est ton quotidien. Donc c'est là où il faut plutôt se dire, ok, dans les 3 prochains mois, vous savez quoi, on va se rechanger sur ça qu'on veut faire depuis longtemps, faisons-le là. Okay. Voilà. Oui, et donc si je traduis, moi, ce que j'entends en technique, entre guillemets, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est que tu gardes en permanence le contrôle sur le focus de tes équipes. Enfin, le contrôle, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu décides des priorités de tes équipes en permanence, et quand c'est tous les 3 mois, après, on peut leur laisser de l'autonomie. Et nous, ce qu'on voit parfois, c'est que quand il y a un temps trop long, les gens oublient les priorités et se font perdre dans un quotidien qui nous rattrape avec plein d'enjeux qui reviennent. Et ça veut dire que, ne sachant plus et n'ayant personne qui arbitre, ils vont choisir eux-mêmes là où ils vont bosser. Et souvent, c'est leur quotidien ou les choix en fonction de leurs appétences. En fait, je le dirais peut-être différemment. C'est-à-dire que je me facilite la vie en définissant une fois tous les 3 mois ce sur quoi je pense que ça serait bien qu'on travaille ensemble. Et encore, quand je dis je le définis, je le définis pas vraiment. C'est les leaders de pôle qui, à la base, le définissent, me le proposent, on rechallenge, on rediscute, etc. Et on revoit un peu le truc si besoin, pas toujours besoin. Et on se le valide, on dit ok, c'est ça, et on y va. Et en fait, au final, sur les 3 mois suivants, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire dans le sens où... Et c'est sympa, en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin... évidemment, tu peux toujours avoir des choses nouvelles et réajouter des choses et dire, ça, on va peut-être déprioriser, puis on va faire ça à la place, etc. Bien sûr. Mais sinon, il y a cette feuille de route qui existe et j'ai pas besoin de m'inquiéter, de me dire, sur quoi ils travaillent en ce moment. Je m'en fous, elle est là, la feuille de route, donc je sais sur quoi ils vont travailler. Et en fait, on a un truc qui nous permet de les afficher, de voir leur progression jour après jour, ils les mettent à jour à chaque fois. Et donc, je vois si le truc il avance pas, tout le monde y a accès. Et puis surtout, à la fin, c'est présenté à tout le monde. Donc, j'ai envie de te dire, si tu viens avec des OKR où tu as fait 0% de tes OKR, ça va être dur vis-à-vis du reste de l'équipe qui contribue, chacun contribue de son côté. Si toi, tu viens avec une copie où tu as fait 0%, j'ai pas besoin de te le dire. En fait, ça va être dur pour toi-même direct. Donc, voilà. Alors, je continue à creuser dans cette première question, mais parfois, quand je parle de ça, les gens me disent « Oui, Amélie, c'est sympa, mais c'est un modèle très propre au digital et à la culture digitale. Nous, on est dans un environnement plus traditionnel. C'est pas applicable. » Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est difficile pour moi de répondre à ça. Parce que, effectivement, ce que j'arrive à appliquer chez Ocha, je ne suis pas sûr effectivement que c'est... je sais pas. Je sais pas si c'est... En fait, je me pose pas la question de savoir si c'est applicable aussi aux autres. J'étais avec une entreprise ce matin que j'aide et qui est plutôt dans un mode un peu de production. Et c'est vrai que je me suis posé la question, tu vois, est-ce que les OKR, c'est vraiment
un truc fait pour eux, parce que quand tu es sur quelque chose où finalement tu produis des choses tous les jours, etc., et où tu es beaucoup dans la tâche quotidienne et dans les projets quotidiens, tu vois, une société par exemple de développement informatique, avoir des OKR en plus de la to-do de développer telle chose, bah, je ne sais pas si ça a du sens. Mais Ok, non mais c'est je sais pas. intéressant. Je sais pas. C'est intéressant. T'aurais pu avoir un avis. Je pense que la méthodologie certainement peut être applicable, mais de façon différente. Oui, tout à fait. Moi, mon avis, c'est qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, ce que nous apprend beaucoup la culture du digital, c'est le fait de venir quantifier des choses et des progrès. Et Oui. je pense que ça, c'est parfois très difficile à certains endroits quand on est sur des choses, des matières plus impalpables, type marketing. Sauf qu'en fait, plus on est capable de mettre des OKR et mieux on organise et mieux on reconnaît le travail. Absolument. Et donc, je pense que c'est un effort, mais c'est applicable avec bien sûr certaines conditions. Mais en tout cas, moi, je suis persuadée que c'est applicable. Absolument. Et donc, si on passe sur le deuxième sujet, là, qui était plutôt bon, voilà, le plaisir au travail. Les limites qu'on met. Voilà, comment, oui, et les limites qu'on y met. Attends, c'est compliqué parce que je suis pas sûr qu'il y ait des limites forcément à mettre. Oui, mais ça m'intéresse. Dès lors que le cadre est là. Moi, je pense qu'il faut le cadre. Et le cadre, c'est notamment... Il y a plusieurs choses avec le cadre. Déjà, il y a les règles du jeu. Oui. Moi, on m'a appris ce truc-là de dire... un jour, j'ai fait une formation et on m'a dit, est-ce que vous avez des règles du jeu ? Et quoi ? Non. Est-ce que vous avez des règles du jeu qui définissent la relation entre un manager et un manager, ce qu'il peut faire, ce qu'il n'a pas le droit, ce qui est tolérable et ce qui est non tolérable ? Non, on n'a pas défini ça. Ok, faites-le. Et on est revenu avec une copie très claire de voilà, une liste de règles du jeu qu'on se donne tous d'avoir, des choses qui peuvent paraître pour beaucoup, surtout pour un CIO, des choses qui peuvent paraître normales. Mais si tu les écris pas et tu les définis pas et que tu les présentes pas à toutes les personnes qui rentrent chez toi, ça peut paraître pour toi évident, mais comme on le sait, l'évidence chez toi, elle n'est pas chez l'autre. Tu pourrais nous en donner une ou deux de règles du jeu bien sûr. Un interdit. Voilà, il y a 4 catégories. Il y a ce que tu peux faire, ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous, ce qu'on tolère et ce qu'on interdit, la ligne rouge. En interdit, par exemple, c'est interdit de laver son linge sale en public. On n'a pas le droit de pointer du doigt quelqu'un dans un groupe, et ça je me l'applique en premier chez moi, de dire voilà, écoute, toi tu as vraiment été mauvais sur ce sujet-là, tu as vraiment mal fait ton boulot, et il y a tout le reste de la boîte qui est à côté de toi. Bon, ça c'est nul et pas à faire. Si tu as quelque chose à dire, tu le fais, et à la limite avec un peu de bienveillance, ça serait pas mal en perso. Ça c'est une ligne rouge. Et après, tu vois, on peut avoir aussi des tolérances. La tolérance, on en a une, c'est un imprévu est toujours possible, mais dès lors qu'il reste exceptionnel. Voilà, j'accepte qu'il y a un imprévu, tu as un problème chez toi de plomberie, de machin, etc. Pas de souci, ça arrive. Tu me le dis et puis on passe là-dessus. Par contre, il faut que ça reste exceptionnel. Si tu sors ça toutes les semaines... Une heure de podcast décalé. Par exemple. Ça fait partie des imprévus de la vie. Voilà. Mais voilà, ça fait... Ok, et donc ça marche bien en règle du jeu. Donc ça, c'est ton... Mon cadre. Cadre numéro 1. Oui. Cadre numéro 1. Après, la deuxième couche qu'on met dans ce côté cadre, c'est les valeurs. Hyper important. Moi, je vois chaque membre chaque membre qui rejoint Ocha. Je recheck avec eux que les valeurs sont bien comprises. Je réexplique comment on entend les valeurs chez Ocha, pour être très clair et aussi pour marquer un peu le truc. Dans une de nos valeurs, notamment, il y a la confiance. Et j'explique dès le départ que tout le monde a ma confiance d'entrée de jeu chez Ocha. Par contre, on peut la perdre et c'est dur de la retrouver. Donc j'explique ça, voilà, et ça fait partie un peu du règne du jeu, dès le départ. Voilà, je te donne ça dès le départ. Après, c'est à toi de jouer avec le truc. Tu la prends, tu prends, tu laisses, à toi de jouer. Okay. Et à partir de là, moi, je pense qu'avec un bon cadre clair des règles du jeu, une équipe aussi qui entoure et qui montre l'exemple.
C'est ça aussi qui est important. Parce que si déjà ton équipe, elle part à volo, et qu'elle fait n'importe quoi, la moindre personne qui arrive chez toi, elle va voir que c'est n'importe quoi et elle va faire pareil. Donc ton équipe, c'était leader. Bah, pas que. Moi, je crois pas que ça. C'est mes leaders, mais c'est aussi les membres qui sont là depuis longtemps et qui sont dans cette culture-là, et qui montrent que, bah, en fait, chez Ocha, on bosse, on fait le truc, y a pas, et on n'a pas besoin de... tu vois, en fait, non, mais oui, je vois bien. Je vois bien, ok. Mais après, il faut arriver à le mettre en place au début. Hein. Ça paraît facile quand tu le dis comme ça. C'est hyper simple. Et après, il y a les objectifs. Je pense que sans objectifs, c'est pas possible non plus. Il y a les objectifs, il y a deux choses. Il y a les objectifs personnels que tu as tout au long de l'année, toi, personnellement, dans ton rôle. Et il y a les OKR que tu as en équipe sur chaque trimestre et qui sont challengés. Et à côté de ça, il y a les rituels, les moments d'échange avec ton manager, avec ton équipe, et voilà. Et tout ça fait que normalement, on ne peut pas se perdre. Moi, je crois qu'on ne peut pas se perdre, et il y a ce cadre-là. Donc, bien sûr, c'est que quelqu'un peut arriver à être certainement à profiter du truc et à moins bosser qu'un autre. Je me leurre pas du tout là-dessus, et c'est certainement vrai, mais à la fin du fin, ça se verra sur ses résultats. Et à la fin du fin, bah, ça sera toujours au non-profit de cette personne-là, vis-à-vis de notre politique d'augmentation, de primes, etc. Parce qu'on voit ceux qui arrivent qui se dépassent dans les projets, puis ceux qui sont peut-être moins présents. Et voilà. Et à la limite, on peut, voilà, après on s'en parle, on se dit les choses, etc. Mais ça se voit. Moi, je pense que ça se voit beaucoup, surtout quand il y a ce cadre-là qui est posé. C'est ce cadre qui est très posé. Est-ce que... comment tu as fait pour faire monter la mayonnaise, tu vois, parce que finalement, effectivement, une fois que c'est lancé, j'ai l'impression que tu as le groupe qui fait corps et qui emmène les autres. Comment tu as fait pour lancer la mayonnaise? Est-ce que ça se joue dans le recrutement, ça se joue dans ton management à toi, des recadrages que tu as fait Oui, pour moi, il y a deux choses. Un, c'est les premiers recrutements. Je pense à quelqu'un qui m'a dit un jour, si tu veux aller dans l'espace, t'as pas le choix, il faut que tu embauches des astronautes. Et je pense toujours à ça, dans le sens où, à un moment donné, si tu veux faire une super boîte, qui va loin, qui se développe beaucoup, etc., t'as pas le choix, il faut que tu embauches les meilleurs. Et avec Ocha, directement, on a très vite embauché les personnes qui nous semblaient les meilleures dans leur savoir-faire, dans leur savoir-être, etc. Je pense qu'il y a une part de chance aussi, on a embauché très vite les bonnes personnes. Et je pense que ces bonnes personnes-là, elles ont, tu vois, je pense à Jen, ma CMO, je pense qu'une part de la culture, elle est là grâce à elle. Parce que on a, tu vois, elle après, elle a embauché des personnes, et en fait, comme elle, c'est un top profil, bah, elle a embauché des top profils. Voilà. En fait, c'est un peu évident, quoi. Alors moi je crois pas trop à la chance, mais alors je vais te poser une question. Mais c'est mon côté humble. Ouais. Tu verras. Oui, alors de celle-là, je vais te poser une question. Peut-être que ce sera pas si facile que ça d'y répondre comme ça à chaud, mais moi je crois beaucoup, tu vois, à l'intuition, à l'instinct, et donc parfois on fait des choses. C'est ça peut-être que tu pourrais appeler la chance, de dire. Tu l'as peut-être pas conscientisé complètement au moment où tu l'as fait, mais est-ce qu'avec du recul, tu pourrais dire à quels critères tu as fait attention quand tu as recruté ces profils avec chance? Déjà, tu veux savoir ma méthode de recrutement? Vas-y. Je la raconte parfois. En podcast, ça m'arrive de la raconter parce qu'elle est un peu marrante. Mais attends, juste avant ça, je voulais te dire la deuxième chose qui m'a aidé sur le fait d'arriver à mettre en place toute cette politique et tout, c'est surtout qu'avant, j'avais une première expérience d'une autre boîte que j'ai montée, Radio King, que j'ai montée après mes études, et où je me suis planté, là, sur la culture. Parce que je savais pas ce que c'était déjà d'être un entrepreneur. Je sors de mes études. On est à deux étudiants qui sortent de leurs études, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On embauche des étudiants qui sortent de leurs études, évidemment. Et au final, on se retrouve avec une boîte, beaucoup de mecs, d'ailleurs. On était quasiment que des mecs parce que des développeurs. On ne sait même pas ce que c'est le marketing. On a une personne en marketing, c'est un mec aussi, by the way. Bon, et au final, on fait... Enfin, il n'y a pas de critique du tout, mais c'est juste qu'on a été mauvais, je pense, avec mon associé à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas ça.
et qu'on a reproduit ce qu'on connaissait, c'est-à-dire une boîte de mecs, pour la plupart des ingénieurs informaticiens, et sans définir vraiment une vraie culture interne, etc. À part, on veut qu'il y ait un cadre sympa. Et ça Non, m'a... mais c'est intéressant parce que tu montres bien que c'est quand même une compétence. Tu vois, Ouais. il y a des compétences à acquérir, alors qu'on aurait tendance parfois à penser qu'il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas. Ah ouais, non. Et c'est un sujet, C'est une notamment. expérience. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une expérience qui t'a permis d'acquérir des compétences, que ce que tu m'as écrit, c'est très. Quoi, je veux dire, ça s'apprend, Ouais. et de cette là, tu peux le reproduire. Et c'est vrai, dans ce podcast, c'est vraiment quelque chose qu'on veut transmettre en disant, mais en fait, vous pouvez tous y arriver Bien sûr. de plein de manières différentes. C'est ce qui m'intéresse aussi de partager, parce que chacun des invités a ses petits tips, mais n'empêche que je regarde, moi, dans le fond, au final, c'est globalement quand même des mêmes recettes qu'on applique. En fait, il faut, je pense, parfois accepter de prendre du temps sur des sujets qui ne sont pas des sujets business, mais Oui. qui sont des sujets d'entreprise. Oui. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, se disent que ces sujets-là, ça n'a pas d'importance. Mais Oui. moi, tu vois, quand j'organise un séminaire, alors maintenant, j'ai Blandine chez nous qui fait ça super bien. Mais tu vois, je reste dans le projet et je vais chapeauter le projet pour être sûr que l'expérience collaborateur qu'on va avoir dans ce séminaire va être parfaite. Mm. Et je suis hyper relou sur ce genre de sujet. En même temps, j'aime bien aussi. Mais je vais vraiment être sûr, challenger le truc, etc. Vérifier que on a thématisé le truc, qu'il y a du teaser, qu'on embarque vraiment les équipes, que ça leur donne envie, que ça va leur plaire et tout. Mais je vais gérer le truc. Mais ça me rapporte, c'est pas du business, mais c'est propre à l'équipe et c'est essentiel pour moi de travailler sur cet Je aspect-là. sais pas si tu connais ma métaphore sur le sujet, parce que Dis-moi. moi, je suis habitée par ça, tu vois, avec Ouais. une entreprise qui s'appelle Valeurs et Valeurs. Mais du côté business, je suis profondément entrepreneuse et j'aime l'entreprise. Donc, Ouais. et parfois, j'avais du mal à faire passer mes idées auprès de certains profils. Et je leur ai dit, mais en fait, quand tu embauches une personne à 40 000 euros, c'est un investissement de 600 000 euros sur 6 ou 7 ans. Quand tu vois l'ensemble des personnes que tu embauches et le poids dans ton compte de résultat, ne serait-ce que si tu travailles et que tu investis un tout petit peu à développer 10% Ouais. de la motivation, de l'engagement et Bien de la sûr. contribution de chacun de tes salariés, en fait, tu as un impact sur ta productivité, Absolument. sur ton plus gros, tu vois, pour la plupart des entreprises, sur un des plus gros champs de ton compte de résultat. Bien sûr. Et donc, c'est dur à dire, mais c'est que c'est de l'investissement, finalement, pour moi, c'est de l'investissement direct ou indirect sur ton Indirect. business, Ouais, je suis d'accord. sur de la productivité Absolument. pure, qui est de la motivation et de l'engagement à bien faire son travail. Absolument. Et Et c'est win-win parce que Oui. toi, en tant que CEO, tu y vois un intérêt pour le business. En même temps, bah, tu crées quand même un cadre qui généralement est encore plus agréable, à la fois pour toi, faut pas se leurrer, et aussi pour tes collaborateurs. Tout le monde y gagne en fait. Oui, tout à fait. Donc, Tout à ouais, fait. bien sûr. Mais donc c'est intéressant. Et donc ok, donc toi tu dis finalement il n'y a pas besoin de... Je t'ai pas raconté ma méthode de recrutement. Ah oui, tu non, veux, c'est tu veux ça. que je te le dise ou pas? Ouais, c'est ça. Oui, je clôture parce que Vas-y. finalement tu as dit plein de choses intéressantes. Et donc si je synthétise là ce que tu disais, c'est de dire finalement j'ai assez peu d'abus Ouais. parce que j'ai créé des super règles du jeu. Et ça moi j'adore parce que je dis toujours aux gens, mais comment voulez-vous gagner si vous n'avez pas compris les règles du jeu d'un jeu collectif. Et bon, après, il faut des règles du jeu claires que les gens connaissent, et puis il faut quand même un arbitre. Oui. Donc ça veut dire qu'ils savent quand même qu'à un moment ou à un autre, ils vont te trouver s'ils dépassent les règles du jeu. Ah, toujours. Ouais, ça on n'en a pas Ah parlé. ouais, toujours. Bah, je pense Alors qu'il certains vont voir Non, son mais- regard, d'autres pas. Mais moi, je peux vous dire que j'ai capté que en fait, s'il fallait siffler le carton, t'allais mais siffler le carton. je trouve que c'est hyper important et c'est... Alors là, tu vois, c'est intéressant parce que là, on parle de la posture du dirigeant, je trouve, sur le fait de parvenir à passer des bons moments francs, sincères, amicaux avec tes collaborateurs, vraiment, où tu peux t'éclater sur des moments qui sont dédiés à ça, et en même temps, en réunion, voilà, tu sais que tu peux être très tranchant si jamais tu fais pas le job et tu le fais pas bien et que tu te rates. Mais c'est parce que d'emblée, il y a une exigence qui est là. Ouais. On peut prendre du plaisir dans notre travail, mais moi je crois aussi que
cette exigence, elle est stimulante. Si tu ressens pas ce souhait d'être stimulé par cette exigence, et quand je dis exigence, tu te la mets aussi à toi-même avant tout, hein, c'est que l'entreprise que moi je te propose, c'est pas la bonne. Et donc vaut mieux qu'on s'arrête là tous les deux, parce que moi Oui. j'aime bien ce côté où on est un peu stimulé aussi, où on se fait grandir les uns les autres. Si c'est pas ton souhait, moi je te dis, écoute, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et j'en ai eu des gens qui m'ont dit, moi j'ai eu une personne qui nous a dit à un moment donné, écoutez, il y a ce poste-là, il est pas mieux payé, mais je pense que ça sera plus tranquille, j'aurai moins de travail. Je dis, très bien, mais c'est en fait fine. C'est génial, en fait. Ouais, bien sûr. Que la personne, elle reconnaisse sa famille de projets Ouais. et qu'elle parte sans conflit. Ça veut dire que les règles du jeu sont propres. La personne dit, moi, je préfère ce jeu-là que celui-là. Totalement. Bon, ok. Et donc, ta méthode de recrutement? Je te l'ai peut-être un peu trop vendu, mais donc bon, bref, on a tout un process classique en plusieurs étapes, le call au début, l'échange avec le manager, etc. Enfin, il y a des étapes qui sont très claires chez nous et tout, et à la fin, évidemment, je suis sûr que tu fais la même chose, mais tu me rencontres, t'as un échange avec moi. Échange qui se fait forcément en face à face pour une bonne raison. En tant que... tu vas me dire ce que t'en penses, parce que tu connais pas, mais c'est fou. J'essaie de développer toute une philosophie autour de cette technique-là. Tu vas me dire ce que t'en penses. En fait, en tant que collaborateur, quand tu rentres dans la pièce où je vais te recevoir, il y a une boîte. Oui. Généralement, j'aime bien demander à la personne que je rencontre pour un peu briser la glace, est-ce que tu as une idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte et tout. Puis bon, j'ai des réponses un peu diverses et marrantes. Et puis juste après, j'ouvre la boîte et je renverse la boîte sur la table. Et en fait, c'est une boîte avec plein de pièces de Lego. C'est plein de Lego. Et je propose au candidat que j'ai en face de moi, s'il veut bien, c'est une proposition, hein, je n'oublie jamais, de construire de son côté quelque chose qu'il veut avec les pièces qu'il y a devant lui. Et je fais pareil de mon côté. On construit chacun un truc de notre côté, sans plan, sans machin. On peut juste empiler des briques, hein, si on veut. Pas besoin que ça ressemble à quelque chose. Et on fait ça en discutant. En discutant tous les deux sur le poste, sur son parcours, sur le machin, etc. Et à la fin, s'il est OK, on se montrera chacun ce qu'on a construit. Et puis c'est une explication, on s'explique, et puis c'est tout. Voilà. Génial. Moi, j'adore. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ouais, vas-y. Ben. Est-ce que il y a plusieurs raisons à ça? Ouais. Est-ce que tu as deviné toutes les raisons pour lesquelles je fais ça? Est-ce qu'au-delà du fun, est-ce que tu as toutes les raisons? Je sais pas, je peux tenter, tu me diras ce que tu en penses. Je vois un premier sujet où tu vois si la personne est capable de faire plusieurs choses en même temps. Oui. C'est pas tant mon sujet, ça. Non. D'accord. Non, c'est pas tant. Parce que c'est dur, hein. C'est hyper dur. C'est dur, hein. C'est pour ça que c'est surtout, j'imagine, avec un peu de stress de rencontrer un CEO, etc. Ouais, bien sûr. En même temps, ça te décentre, tu vois, ça permet quand même de décentrer l'attention sur autre chose, et donc ça peut aider certaines personnes. Oui. Ça, c'est un des trucs. Un peu introverti. Soit introverti, soit tu es un peu neuroatypique, à se dire j'ai un truc pour occuper mes mains, etc. Et je fais. Ouais. Après, il y a quelque chose de très malin qui est qu'en fait, c'est un exercice de pratique narrative déformé, et donc en fait, tu vois ce que la personne a à te raconter. Et donc on fait, pas avec des Legos, mais on fait la même chose nous dans nos entretiens. Et c'est quand même très intéressant parce qu'il y a une part avec laquelle on est obligé de sortir des conventions, on ne peut pas tricher. Et il n'y a aucunement la volonté de piéger, il y a juste la volonté de rencontrer. Enfin, réellement, au-delà de ce que la personne pourrait avoir rodé comme discours. Donc voilà, et puis après, je pense que oui, c'est ça. C'est surtout ça que je vois, c'est la pratique. Donc ça s'appelle une pratique narrative. Pratique narrative, donc pour toi, c'est quoi la pratique narrative? La pratique narrative, c'est tu vas demander à quelqu'un de te raconter quelque chose, sur un support autre. Ok.
Et donc finalement, là, en construisant, elle va te raconter quelque chose sans forcément utiliser les mots. Oui, bien sûr. Et donc elle va te raconter quelque chose qui va dire quelque chose de lui. Ça, c'est vrai. Et après, ce qu'elle va t'en dire va dire autre chose Tout à encore. fait. Donc en fait, tu as 2 éléments d'analyse de lecture. Donc Tout à fait. donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi la capacité à sortir, tu vois, un peu le quoi. C'est pas évident pour le faire. On voit bien les gens qui ont été habitués à être des très bons élèves et qui je suis dans le milieu professionnel, j'ai un certain type de discours, un certain type de posture, donc je suis dans un cadre un peu que je contrôle. Et là, on vient me sortir de mon cadre. Et donc, il y a, tu vois, dans l'audace, la liberté de penser, etc. Tu viens aussi voir, et pour connaître un petit peu, je sais qu'il y a ces valeurs-là quand même chez vous. la liberté qui est quand même très forte. Et donc, je me dis que c'est intéressant d'aller chercher ça chez vos candidats, en fait. Donc moi j'adore parce qu'en fait je trouve qu'en plus comme tu le fais et d'ailleurs on fait la même chose nous parce qu'en fait le fait de le faire c'est une manière de ne pas mettre l'autre en dessous en disant bon je vais t'observer dans un exercice un peu délicat, viens on fait ensemble une pratique qu'on aime bien chez nous et on va regarder comment tu te sens avec ça. Ça c'est un peu ça que tu veux dire? Il y a de ça, il y a d'autres choses derrière. Il y a une chose, je pensais que c'était peut-être ça aussi ce que tu voulais dire sur la pratique narrative, mais c'est le fait de devoir construire quelque chose. C'est dur de faire deux choses en même temps, comme tu l'as dit. Et en fait, c'est difficile de à la fois penser à ton discours et en même temps de faire quelque chose. Oui, ça, donc au final, si tu le fais en même temps, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus naturel dans ce que tu racontes. Très bien. Et moins travaillé. Oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. L'autre chose aussi, c'est l'effet différenciant. Parfois, nous, on est en concurrence avec d'autres boîtes, etc. Là, je suis sûr qu'à la fin, la personne rentre chez elle, elle parle à son compagnon ou à sa compagne. Je suis sûr qu'elle va lui dire tu sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vais gagner des points avec l'entourage. Oui. L'entourage va dire certainement, j'espère, en plupart des cas. C'est atypique, ça c'est marrant comme boîte. Ça a l'air cool. Et en plus, il l'a fait avec toi. Et voilà, il t'a pas pris de haut, il le fait avec toi, etc. Et voilà. Et un autre élément aussi qu'on a. Et tu le fais depuis le début, ça? Et tu l'as mis en place après? Non, pas direct dès le début. Moi, je crois que je le fais maintenant depuis 3 ans, à peu près. Je le fais quasiment tout le temps maintenant. Quasiment tout le temps. Ouais. Et je trouve ça génial parce que tu vois, pour aller chercher les valeurs et les regarder vraiment, les gens viennent souvent nous voir nous en disant mais comment je peux aller tester les valeurs parce que je m'aperçois que je me suis plantée, les gens ils sont pas dans les valeurs qu'on souhaiterait alors qu'ils m'ont dit qu'ils y étaient. Exactement. Et je leur dis mais les valeurs ça se cache dans tout ce qui se passe autour et donc là toi tu provoques. Absolument. Et donc tu construis des espaces autour, donc toi c'est les Lego, il y en a qui seront pas à l'aise mais chacun d'entre nous en fait ça se voit dans tout, ça se voit nous on propose souvent un café dans la manière dont les gens réagissent, la manière à la fin dont les gens vont dire qu'est-ce que je fais de la tasse à café. Absolument. Ou celui qui en a mis partout et puis qui a pas nettoyé, celui qui te demande rien du tout parce qu'il considère que c'est normal que ce soit toi qui le range. En fait il y a toutes ces petites choses sont des marqueurs. Les marqueurs les plus importants. Et donc, toi, tu as modélisé ça dans une expérience bien plus poussée qui donne encore plus d'indications. En fait, moi, typiquement, quelqu'un qui va pas jouer le jeu, pour moi, c'est un indicateur. Oui. Et alors, quasiment jamais on me dit non, j'ai pas envie, merci. Ça n'arrive pas. Par contre, quelqu'un qui va empiler 2 briques pour me faire plaisir et stopper là, c'est un indicateur parce que ça veut dire quoi ? À travers ça, c'est presque, enfin c'est même pas presque, c'est on joue ensemble. On joue ensemble à un jeu, les Lego, et on construit ensemble. Et le jeu, c'est le premier langage. Et si on peut pas accéder à ce premier échange de jeu ensemble, etc., waouh, ça va être dur de collaborer ensemble parce que, bon, déjà, ça veut dire que t'es pas très fun. Moi, je trouve que c'est un indicateur où, enfin, tu vois, si t'es pas capable un peu d'aller sur un truc un peu fun comme ça, chez Ocha, je pense que tu as compris, nous on sauve pas des vies. Voilà, je sauve pas des vies, c'est un domaine qui est très ludique, très sympa. Le podcast, on voit des gens extraordinaires qui racontent plein de choses intéressantes.
mais c'est fun, quoi. Oui, C'est quand même fun. oui. Si t'es trop sérieux et coincé, c'est que c'est pas... voilà, on n'est Ouais, pas en dans tout le cas, bon c'est pas truc, la quoi. manière dont toi, tu as envie de bosser. Ouais, Je sens totalement. pas de jugement, mais c'est une analyse de dire, bah, moi, j'ai envie voilà, j'ai envie de ce Voilà. fun-là. Et c'est un bon Toi, filtre, c'est parce pas qu'à la le même limite, même fun. quelqu'un peut ne pas aimer ça et va nous dire, bah écoutez, non, moi je stoppe là. Et ça peut être un bon filtre aussi. Voilà. Oui, oui, pour eux. Ouais, tout à Tout à fait. fait. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ok, ah, c'est génial. Euh, euh, pour poursuivre, est-ce que tu as des... euh, alors déjà, est-ce que tu as eu des limites parfois, tu vois, parce que tu as mis plein de choses sur bien travailler ensemble. Je te demanderai des choses un peu plus concrètes à d'autres sujets, mais est-ce que tu as eu des limites parfois, justement des gros cartons rouges à mettre pour les autres, pour toi? Gros carton rouge pour les autres. Moi j'en ai assez peu. Franchement, je vais te dire, autant sur Radio King, je pouvais avoir des sujets RH, etc. Autant chez Ocha, j'en ai quasiment pas. Et les seuls moments où j'en ai, c'est quand on me remonte des choses où euh, des personnes ont trouvé que j'ai pas été bon sur des sujets en tant que manager. Et, et donc je me prends moi le carton rouge, tu vois, en mode ah ouais là j'ai été voilà. Et donc euh, le truc qui revient le plus c'est où je peux être un peu cash, Ouais. un peu très direct et voilà, ou même parfois un peu trop incisif sur des choses. Donc je le Comment tu gères ça? franchement, mais tu vois, j'ai vu un retour comme ça il y a pas très longtemps et j'ai dit à la personne qu'elle avait raison, que c'était elle qui avait raison, que c'était moi qui avais merdé, Ouais. que j'avais pas été bon sur ce coup-là, parce que je pense réellement que j'ai pas été bon sur ce coup-là et je lui dis ok vas-y, je prends le point, je vais faire attention à ça, ça marche, voilà, Très bien. je m'en excuse, Ouais. voilà. Et tu passes à autre chose. Ouais. Quoi, voilà. Ouais, ouais, Tu on passes passe à à autre autre chose, chose mais fais et voilà. attention. Parce que enfin en fait, euh, enfin, aucun manager n'est parfait et je le suis pas non plus. Et, et je pense que ça aide aussi à montrer que en tant que manager et notamment CEO, on peut se louper et qu'on a peut-être, tu vois, de se louper. Et d'une certaine manière, c'est aussi un message aux équipes de dire bah, tu as le droit toi aussi de te louper et c'est ok. Si on Mm. te le dit, si Oui. on travaille dessus, c'est ok. Tu as le droit de te louper. Euh, C'est drôle parce que voilà. je pense que je fais la même chose et quand ils se loupent et qu'ils n'ont pas osé me le dire ou qu'ils s'en veulent trop et que ça devient démesuré, je leur dis ben regarde, la dernière fois on a bien vu que moi je m'étais loupée là-dessus. Est-ce qu'après dans ta tête tu t'es dit que j'étais une mauvaise dirigeante et que tu n'avais plus envie de bosser avec moi? Je dis ben non. Je dis bah donc pourquoi moi quand tu te loupes tu penses que je vais penser que tu es une mauvaise salariée et que tu n'es pas compétente dans ton job? Ah oui, ok. Ouais. Ils font pas les. Quoi, voilà, je trouve que parfois ils font pas l'effet miroir, mais que c'est déjà bien. Quoi, je trouve ça super de pouvoir accéder à ça, même dans la relation avec eux. Ouais. C'est dur, hein. Faut travailler Ça sur son pique. ego, ça pique. Hein. Tu travailles sur ton ego hein, quand c'est comme ça, quand tu dois dire non, non, mais en fait c'est toi qui as raison et j'ai pas été bon là-dessus. Ah, j'en ai C'est... pris un il y a 1 heure. Je Ah, suis dedans. Ah ouais. Super. Ah ouais, ça, parfois c'est dur, mais en fait tu gagnes tellement plus. Ouais. Voilà, si c'est sincère, hein, si tu penses que t'as rien fait de mal, c'est Oui, bon. il faut Mais... le dire aussi. voilà. Faut le dire aussi, mais c'est vrai que j'essaie de dire aussi aux dirigeants, mais aussi aux managers, en fait, toute personne qui a en responsabilité une équipe et une culture d'entreprise, c'est dire vous avez la responsabilité de créer les endroits où on va vous dire des choses désagréables. Et si ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois que vous n'avez pas entendu quelque chose d'un peu piquant, Ouais. c'est que vous avez consciemment ou inconsciemment créé des filtres pour pas Ouais, qu'on vous remonte ça. absolument. Mais bon, à moins que je n'ai pas rencontré, quoi, voilà, qu'on ait la chance de rencontrer quelqu'un de parfait. Voilà, je pense qu'on est tous à un moment maladroits dans nos relations, dans nos intentions, dans nos réalisations, et de cette là, c'est important qu'on nous le dise aussi. Donc, Totalement. Et le truc qui est dur, tu vois, où parfois ça te touche, tu vois, tu te dis ah attends c'est ça me peine, tu vois, de quand tu fais
Tu vois, ça m'arrive régulièrement de pouvoir prendre la parole auprès de l'équipe, etc., de toute l'équipe et tout. Et puis, tu vas dire quelque chose, avec toi une intention tout à fait louable, etc. Et en fait, la façon dont tu l'as dit, évidemment, toi, tu envoies le message, et le message, il passe dans une espèce de filtre, il est réceptionné d'une façon totalement différente de la part de, parfois, uniquement d'une partie des collaborateurs, mais c'est déjà suffisant. Et c'est exactement l'inverse de ce que tu voulais dire. Et après, on te le remonte. On te dit, non, mais t'as dit ça, fais gaffe quand même quand tu dis ça en global, etc. Et je dis, mais jamais de la vie, je pensais le dire comme ça, quoi. Et parfois, et tu te dis, ok, je prends le point, mais c'est ce qui m'a appris aussi, et c'est un des points euh, auquel je fais attention, c'est ma façon d'être aussi auprès de l'équipe, et ce que je dis aussi Oui. auprès de l'équipe. Oui. Je mesure beaucoup plus les choses, et, et j'enlève beaucoup plus autant parfois du naturel que je peux avoir, je l'enlève un peu, quoi, Oui. je l'enlève même beaucoup, je contrôle beaucoup plus mes prises de parole, etc., pour être sûr que ce qu'ils perçoivent, ce que je donne, est exactement le message que je veux donner. Ouais, et je trouve ça intéressant que tu le dises, parce que dans le milieu de travailler ensemble, je crois que tu as à la fois parlé d'authenticité, tu vois, et de simplicité de relation, et en même temps, je crois qu'avec la responsabilité d'un dirigeant, d'un manager, finalement accepter que nous, quand on parle avec les lunettes de notre monde à nous, et qu'en fait, comme chacun a ses lunettes, voilà, on comprend tous des choses différentes, et que comme notre objectif à nous, c'est de diffuser un message qui soit clair et qui donne envie, oui, on peut pas être complètement naturel. On peut pas être complètement naturel. Je vois très très bien. Tu peux très vite, tu vois, toi t'écrire un truc, etc. Tu dis, oh, ça c'est super discours de motivation, c'est génial, tu fais vachement embarquer les équipes, etc. Et en fait, tu passes juste pour un glo-glo parce que les mecs ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là, les gars Tu vois, Tant qu'on te le remonte, en fait, le sujet, c'est tant qu'on te le remonte, parce qu'après, je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. ouais. C'est comment tu as la force et la sécurité intérieure. C'est dur, hein, quand toi, tu as travaillé un message et que tu te prends le... T'as intérêt à croire en toi. C'est ça. Et c'est là où j'ai un message de soutien à tous les managers, dirigeants. C'est qu'en fait, on se mouille beaucoup, on donne beaucoup, et en même temps, comme notre message, il a un impact très fort et une interprétation très forte en fonction des personnalités, des contextes, des mots qu'on a utilisés, de nos maladresses, on peut prendre cher et voilà, et croyez en vous, en votre sécurité intérieure aussi, parce que malheureusement, ça fait partie de nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas entendre que ce qu'on a dit était peut-être pas le plus pertinent à ce moment donné. Tout à fait. Mais pour autant, ça pique. J'avais d'autres questions à te poser, parce que quand a été remonté ton nom, il y a des sujets. Donc, il y avait un sujet sur la Gen Z, sur le fait que tu avais quand même une équipe très jeune. Je les déteste, ces clichés, mais on les entend encore quand même beaucoup. Sur cette Gen Z avec qui c'est super difficile de travailler, qui a moins le sens de l'engagement, moins le sens du travail, qui ne partage plus la valeur travail. A priori, c'est pas ce que tu rencontres. Ça ne m'étonne pas. Mais voilà, quel est ton regard là-dessus, ou peut-être qu'est-ce que toi tu vois qui est intéressant dans leur manière de fonctionner et que tu as mis en place? Non, alors clairement, c'est pas du tout ce que je rencontre chez moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui sont parfois plus engagés dans leurs propres valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont y a des points importants pour eux dans leur vie, que ce soit des personnes qui sont beaucoup plus attachées à l'égalité homme-femme, des personnes qui sont beaucoup plus attachées à la protection animale, etc., etc. Et chacun a, je trouve, beaucoup plus de valeurs ancrées, définies. Oui. Tu peux le voir comme une mauvaise chose, comme une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
dès lors que ça n'impacte pas évidemment le business, mais que ça lui, éventuellement, ça lui profite. Je pense qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Euh, Moi, j'aime bien cette idée d'être engagé pour des sujets dans lesquels que tu défends, que tu crois, être bon, et je pense que c'est important. Euh, je ressens pas du tout un côté de moins vouloir travailler. Je pense simplement que, et notamment la façon dont on travaille évolue. Et, je crois qu'il faut simplement accepter que le travail doit évoluer, la façon dont on travaille évolue. Qu'est-ce que tu entends par là concrètement? T'as des exemples à donner? Bah, tu vois, au moment du Covid, au moment où on a tous dû rentrer chez soi, moi ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, tu sais, enfin, je sais pas, je pense que ça fait un déclic à beaucoup de gens, de ça, mais euh, je me suis dit, mais ça serait fou un monde où on travaille tous de chez soi. Ça serait marrant quand même, un monde où on travaille tous de chez soi et tout ça. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est pas bien, etc. Est-ce que c'est un souci? Et, et comme on a été tous forcés à se mettre au télétravail, bah moi je me suis dit, bah c'est cool, on va pouvoir évaluer ce que ça donne. Et on va pouvoir à la fois checker nous d'un point de vue business, et puis checker auprès des collaborateurs comment ça se passe chez eux, etc. Et en fait, moi j'ai eu que des points positifs. Donc on est, euh, on est rentré, enfin on était avant Covid, une boîte classique, avec un bureau, et où tous les matins, à 9 h, tout le monde était là, se disait bonjour, passait 8 heures ensemble et repartait le soir, à finalement, ben, tu as des horaires variables, faut que tu sois là avant 10 h, c'est le minimum. Voilà, et après tu gères tes horaires, mais tu es là à minima jusqu'à 17 h, et après tu gères encore tes horaires. Tu fais peut-être plus, moins, en fonction de quand est-ce que tu as démarré, si tu as pris 1 ou 2 heures de pause le midi, mais c'est toi qui es responsable de ça. T'es pas obligé de venir au bureau si tu n'en as pas envie. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses ton boulot et que ça n'empêche pas que tu fasses bien ton boulot. Et, et en fait, je trouve que l'évolution du travail, mais moi, c'est ma vision de comment je vois le travail. Je trouve qu'avant, on était très descendant. C'était l'entreprise qui disait aux collaborateurs comment ils devaient travailler. Moi, je trouve que le Covid m'a permis, et le télétravail un peu forcé, mais ça m'a permis de comprendre que j'avais un plus grand bénéfice à laisser le collaborateur lui-même décider de comment il devait travailler, qui était le meilleur moyen pour lui de travailler. Oui. Et c'est pour ça que on n'a pas dit qu'on est revenu, on n'a pas dit, bah écoutez, maintenant vous êtes obligé d'être en télétravail. On a dit, c'est vous qui choisissez le moment et le temps que vous souhaitez avoir chez vous et le temps que vous souhaitez avoir au bureau. Ouais, et c'est intéressant parce que toi, tu nous as bien expliqué dans tout le début là, de l'échange que sur le why et le how, Mm. tu vois, le pourquoi on fait ça Ouais. et qu'est-ce qu'on doit faire là dans les 3 mois, les 6 mois, l'année, ça, voilà, c'est très clair, décider ensemble, etc., mais très clair. Et par contre, sur les modalités du comment, Mm. ça, tu laisses à chacun l'autonomie là-dessus. Ouais, parce que Et ça, t'as l'impression que ça leur va bien. Bah, oui, parce que attends, déjà en tant que CEO, on a une chance qui est d'avoir de la liberté. On a une liberté de gérer notre agenda comme on Mm. veut, etc. Bon. Mais c'est pas mal aussi de le laisser aux collaborateurs. Encore une fois, tant qu'ils font leur job. Mm. Moi, mes associés, ils attendent que je fasse mon job. Ils me font confiance pour ça. Et c'est pas pour autant qu'ils checkent que je suis au bureau tous les matins et que je suis au travail tous les matins. Ils me font confiance pour que ça avance. Et la façon dont ils le checkent, c'est à la fin de l'année, ils regardent l'évolution du chiffre d'affaires et ils me disent si j'ai bien Oui, bossé ou pas. C'est normal. oui. Et donc, j'applique un peu la même chose à mes collaborateurs. C'est que j'attends pas de vérifier, de savoir s'ils sont bien au bureau chaque jour. Moi, tant qu'ils délivrent Ouais. le boulot. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, et ça, c'était en train de parler de la manière dont on doit organiser le travail qui a évolué. Ouais. Et je pense que le Covid a été un déclencheur. Et que c'est vrai que dans toutes ces pratiques où on avait des gens qui travaillaient beaucoup le comment, Ouais. le à côté d'eux, le meneur d'hommes, voilà, de créateurs de liens ensemble. Et finalement, ça n'est plus quelque chose d'attendu par les jeunes générations. Et donc, on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de travailler.
Mais en fait, c'est juste pas comme ça. Donc j'aime bien tu vois, j'aime bien le fait que tu modélises et que toi, moi, je partage ça. Je pense que si tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire, comment t'attends qu'ils le fassent quand même? Parce que t'as cadré, t'as tes règles du jeu, de la relation, etc. Mais après, vas-y, fais-le comme tu as envie, quoi. Ouais, de laisser de l'autonomie. Et je sais bien qu'avec un discours comme ça, ça va pas résonner chez tout le monde et que tout le monde, que certains vont avoir du mal à comprendre que c'est possible et que c'est avantageux. Moi, je pense que je gagne beaucoup d'avantages à faire ça parce que les relations entre mes collaborateurs, je pense, sont beaucoup plus fortes et uniformes, c'est important, entre eux que s'ils étaient au bureau. Parce qu'en fait, j'enlève toute la problématique, tu sais, d'apparence sociale que tu peux avoir ou de comportement social que tu peux avoir, qui parfois est néfaste dans un bureau, et j'enlève ça. Parce que dans un bureau, bah, tu as les sujets à la con. En fait, je pense qu'on a tous eu, mais tiens, un collaborateur, tiens, lui, il sent pas bon. C'est chiant, mais tu vois, j'aurais déjà eu un collaborateur, tiens, il sent pas bon, il va falloir que je lui dise. C'est chiant de gérer ce genre de truc. Il y a lui qui se plaint parce que l'autre, il parle trop fort, qui fait trop de bruit, ou qui tape du pied, ou je sais pas. Tu gères des trucs à la con, en fait. Oui. Et en fait, donc moi déjà, je m'enlève ça. Et le mieux, c'est que ça enlève pas la communication. Je pourrais te dire aussi ce qu'on met en place en termes de communication, mais ça enlève pas la communication. Et surtout, quand on se retrouve, parce que c'est important de se retrouver, nous on se retrouve tous les trimestres à minima. Quand on se retrouve tous les trimestres, toute l'équipe ensemble pour justement la fin de nos objectifs, de nos OKR, on est heureux de se retrouver. Et comme il n'y a pas eu cette pollution un peu du bureau, de machin, etc., et tout, en fait, les moments où on communique ensemble, bah, c'est beaucoup de moments où, à part le chit-chat de début de réunion, mais sinon, c'est beaucoup de moments où on bosse ensemble. Donc quand on se retrouve, en fait, c'est vraiment du plaisir. Tu vois, c'est vraiment, ah bah là, on va passer un bon moment ensemble. Donc en fait, tu vois, tu peux pas. C'est dur de t'embrouiller avec quelqu'un chez Ocha parce qu'en fait, à part t'embrouiller pour le boulot, mais même ça, c'est assez rare. T'as rien fait. Mais je pense que ça parle à tout le monde. Je pense que c'est juste que parfois, tu es dans une organisation dont la culture est tellement loin de l'OKR. Parce que je pense que l'OKR aide à faciliter le fait qu'il n'y ait pas d'abus en télétravail. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que c'est vrai que sinon, moi j'ai vu des organisations dans lesquelles voilà, il y avait un abus en télétravail énorme parce que la mesure du travail devenait très difficile. Donc je pense qu'il y a des cultures dans lesquelles la mise en place des OKR est tellement complexe par rapport à là où ils partent, par rapport à la taille démesurée. Et je pense qu'il y a aussi une culture d'entreprise, quand tu pars d'une entreprise... soit d'entreprise très à l'affect, tu vois, on était là et on allait au bureau parce que justement on allait voir les copains, les copines et on allait déjeuner ensemble, que là tu enlèves cet affect, ça enlève une grosse partie de la motivation au travail. Et donc c'est vrai que les organisations qui ont ça, bah, tu vois, c'est compliqué de faire bouger, ou les organisations extrêmement descendantes et directives, même si tu es un super directif paternaliste et agréable, mais en fait ça infantilise un peu le salarié et donc dès que tu lui redonnes de l'autonomie, voilà, il en abuse quelque part. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des cultures d'entreprise, mais donc c'est intéressant pour ceux qui écoutent de dire, vous pouvez peut-être cheminer un peu, mais que la première chose c'est déjà de dire, tiens, si dans mon équipe, même sans télétravail, je donne des objectifs clairs et je mesure, tiens, à la fin de la semaine, j'ai pas contrôlé, mais est-ce que les gens sont venus me voir, etc. T'as donné plein de tips là pour mettre en place une culture de l'autonomie. Peut-être sans pousser voilà, jusqu'à ce que toi tu fasses. Et ok, donc, moi j'aime bien parce que moi je suis persuadée aussi de ça, que c'est pas une question de valeur travail dans le fond, parce qu'on en voit des extrêmement engagés. Par contre, j'aime bien cette notion de ils n'acceptent pas qu'on nie certaines de leurs valeurs, et que dès qu'une entreprise va nier ou les empêcher de vivre certaines de leurs valeurs, là, ils vont commencer à partir ou à se désengager. Mais donc, ça veut dire que tu as une souplesse quand même à certains endroits. C'est-à-dire que tu as l'air d'être très cadré à certains endroits et le reste est très souple. Ouais, absolument. Ouais, on a une... Ouais, tu vois, sur les horaires, on est flexible. Mais
mais oui, on est souple sur tout ce qui a aucune importance en fait. Oui. Euh, Qui aurait peut-être de l'importance dans ton système de valeurs personnel, mais Ouais. qui, là, dans le cadre du projet d'entreprise, Ouais. n'a pas d'importance. Ouais. Et donc ça, c'est finalement, comme c'est très clair pour toi, c'est facile à exécuter. J'essaye de me rappeler, c'est un truc qu'on m'a dit une fois, un collaborateur qui m'a dit ça une fois, et je le répète très régulièrement, et je me le rappelle tout le temps, c'est que au fin du fin, Ocha, enfin mon entreprise, etc., c'est juste une bande de nanas et de mecs qui travaillent ensemble pour faire un truc cool. Et c'est ça. Et en fait, dès lors que tu comprends ça, parce qu'après, tu vois, on parle de l'entreprise, des règles managériales, etc. Enfin oui, tu vois, c'est très bien tout ça et tout. Mais à la fin du fin, et moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est faire en sorte que cette bande de nanas et de mecs soit le plus efficace possible dans la bonne direction possible. Et c'est tout. Et s'entendre bien, parce que c'est quand même con de passer autant de temps ensemble et de pas s'entendre. et de pas s'entendre, Ouais. et de se prendre la tête. Donc, tu vois, on peut tellement avoir de soucis perso qu'au moins, si le pro, lui, il peut fonctionner, faisons en sorte que lui, il fonctionne. Ouais. Voilà. Oui, donc tu te mets en organisateur d'un travail agréable, mais d'un travail. Ouais. Ok. Agréable, respectueux, bienveillant, mais pas bisounours. Oui. Je sais que ça, c'est un des trucs chez vous aussi. Donc, c'est ça, ouais, voilà, c'est un truc bienveillant. Ok. Voilà, avec un cadre sain. Important. Ok. Et oui, ok. Important, ce point-là. Ouais. Oui, le côté sain, il résonne beaucoup, et en même temps, c'est tellement pas facile de voir où on n'est pas sain. C'est-à-dire que tout le monde, je pense que je pense qu'on demanderait à 90% des gens qui gèrent une équipe, ils diraient qu'ils ont créé quelque chose de sain. Alors que je pense qu'on a tous des tendances à certains endroits à créer des choses de malsains, et que si on n'a pas des garde-fous avec des gens qui viennent nous dire tiens, attention là, ce que tu as fait c'est moyen, et que tu le vois pas, que tu continues à le faire, tu vas créer un peu des travers. Ouais, moi je me nourris beaucoup de mon équipe sur ça, tu vois. Bah, mais pas en leur demandant, juste en les observant, bah, tu vois. Tu vois tout sur en comment observant. ils sont, etc., ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, etc. Et je fais attention à ça. Mais, ouais, c'est intéressant. Voilà. Alors je vois le temps qui file. Tu t'as parlé des outils de communication que tu mettais en place, et je pense que ça serait quand même hyper intéressant de le partager, parce que je pense que ça bouge beaucoup aussi ces dernières années. Et donc qu'est-ce que toi tu mets comme canaux de communication pour fluidifier le travail? Alors on a plein de trucs différents. Le basique du basique que tout le monde a, que ce soit Teams, nous c'est Slack, le chat de discussion. Ça c'est le basique. Après il y a une culture aussi de l'écrit. Tout ce qui est process, mais même côté RH, etc. On essaie d'avoir au maximum une culture de l'écrit. Pour ça on a Notion qui est très simplement l'endroit où on range tous les documents et tous les process. Tu vois, on essaye aussi au maximum d'écrire nos process. Quand je vois qu'un truc marche pas, généralement je dis là il faut un playbook, il faut qu'on se définisse ce process sur comment on va travailler ensemble à chaque fois sur ce sujet-là qui est répétitif. Et le dernier truc qui est un peu plus marrant, c'est qu'on a un bureau virtuel. Alors, est-ce que... Je connaissais pas ça. Alors, je vais pas prendre l'analogie des Sims parce que je trouve que c'est un peu loin, mais ça ressemble comme un jeu vidéo. Alors, moi j'étais un grand fan à une époque de Habbo Hotel. Si tu connais pas Habbo Hotel, ça va être difficile d'avoir un truc, mais en clair, c'est comme dans un jeu vidéo où tu vois ton bureau, tu vois, tu as des petits bonhommes, tu as le tien qui est bien, voilà. Et c'est une boîte qui fait ça, c'est une boîte américaine je suppose, mais qui fait que chacun a son propre petit bureau à lui, qui peut personnaliser évidemment. Et en fait après tu as de l'audio connecté. Ah ouais. Donc tu peux, par exemple, tu vois, je vois Blandine, j'ai besoin de lui parler, je peux la wave, tu vois, c'est un peu l'ancien de MSN quand tu faisais un whiz, c'est un peu pareil, pour les plus anciens, connaîtront. Tu lui dis juste, d'une certaine manière, tu la sonnes pour lui dire est-ce que je peux venir te parler, et puis tu te déplaces juste à son bureau et les micros sont activés.
Et à ce moment-là, tu lui parles en direct. D'accord. Tu peux activer la caméra si tu veux, et puis bon, voilà. En fait, ça crée, ce qui est génial à travers ça, c'est que des personnes peuvent aussi aller dans des salles pour faire des réunions. Et en fait, ça concrétise et ça permet de visualiser ce qui se passe réellement dans le bureau. Quand aujourd'hui, tu as l'équipe marketing qui fait un Google Meet ici, l'équipe tech qui fait leur Google Meet là, etc., personne ne le sait, personne ne le voit. Là, ils le voient. Tiens, il y a le daily en ce moment, bah, tiens, ils sont tous en train de bosser là. Tiens, Ah il y a oui, l'équipe parce que tu marketing peux et tout. voir au bureau Oui, ce qui se passe dans les autres salles et de celle-là, si Exactement. la salle est Tu le occupée, tu vois. peux pas y aller en fait. Voilà, c'est ça. Ah Ah ouais, ouais. c'est génial. Tiens, il y a ça. lui qui est en train de Ok. parler avec lui. Comment ça Euh, s'appelle? Ça s'appelle Gazer. D'accord. G-A-T-H-E-R. Ah ouais, ok, j'ai déjà entendu parler. Très Ouais. bien. C'est très marrant. Mais Enfin, c'est très marrant. C'est très marrant. Ça a l'air marrant quand je le dis comme ça, mais enfin, il y a rien de très fun. Hein. C'est un oui, outil oui, juste oui, c'est de communication qui permet de créer finalement des Gmit d'une façon beaucoup plus rapide, et ce qui permet aussi de recréer un peu cette interaction rapide avec les collaborateurs. Tu vois, c'est que tu n'as pas besoin de dire bah tiens, viens, on se retrouve sur un Google Meet ou Ouais. ou un Teams, je t'envoie le lien. Connecte-toi. Bon, la caméra marche pas, le truc marche pas, Ouais. etc. Tu passes 4 heures à ça, et en fait tu le fais pas, et tu vas lui faire un message sur Slack, et en fait comme tu lui as fait un message sur Slack et que tu as mis aucun emoji qui donne ton émotion, l'autre il prend le message, il voit le truc, il a l'impression Ouais, que tu l'insultes, et en fait tu aurais poké sur Gazer, tu lui aurais dit de vive voix, tu aurais peut-être salué, dit bonjour, ça va, t'as passé une bonne journée, machin, ah au fait j'ai un truc à te demander. Tu vois, la Ok. relation est différente. Ouais. Voilà. Ouais, très intéressant. Bah, merci pour le tips. J'ai pas d'action chez eux. Non. J'ai pas d'action. Non, non, Ça coûte une on a bien blinde en senti. plus. C'est infernal. Ils ont fait x10 sur leur prix, c'est infernal. Mais bon, Ah bref. oui. Ouais, Oui, bon, mais finalement, toi, l'usage est bah, il est intéressant. suffisant. Et je trouve que pour toutes les équipes qui travaillent à distance, Ouais. bon, peut-être qu'ils connaissent, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Je l'ai mis 1 mois en place. On a dit test, on voit sur 1 mois, on a Ouais. 1 mois gratuit, on va tester, etc. J'ai compris au bout de 4 jours que de toute façon je ne pourrais plus jamais l'enlever et que mon équipe m'en voudrait à mort si je l'enlevais. Ouais. Et tout le monde Ouais. a adhéré au truc et en disant mais c'est tellement, Ouais. tellement pratique quoi. Oui, c'est ça. Donc, on n'aura pas le temps de creuser là ensemble. Sinon, voilà, si on a beaucoup de demandes, on refera un deuxième entretien. Mais en tout cas, là, on n'a pas forcément le temps de creuser ce remote que toi, tu mets en place. Je pense qu'on l'a compris et que tu as donné plein d'outils qui font que... Mais pour moi, les outils dont tu as parlé, Ouais. pour mieux travailler ensemble, ils sont applicables et en remote et en Ouais, bien sûr. présentiel. Et donc, en fait, Totalement. on répond quoi. Voilà, on répond à des questions s'il y a des gens qui sont en remote et qui voudraient avoir des astuces. Alors, je t'ai pas préparé, mais finalement, voilà, on va amener à conclure ce podcast. Est-ce que toi, tu aurais envie de faire passer un message voilà, est-ce que tu as une citation, un truc un peu plaisir que tu aurais envie de partager pour conclure ce moment qu'on passe ensemble? Qui a quelle vocation? D'aider les auditeurs ou de... Oui, quoi, soit de partager un moment que toi t'aimes et qui te fait vibrer et puis qui résonnera peut-être chez certains, ou alors de dire, bah moi sur ce sujet-là, voilà, si je devais vous partager un truc, ça serait celui-là. C'est dur. Non, écoute, si je peux partager un truc, parce que ça me tient à cœur, moi, c'est un des sujets que j'essaye enfin, sur lequel on a c'est pas une valeur, mais c'est plus un sujet qui nous importe chez Ocha, c'est justement l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Moi, je suis un mec, hein, sauf erreur, donc tu vois, je suis pas très bien placé pour en parler, et néanmoins, bah, je suis CEO et je pense, et ce que je vois aussi, que ce soit dans différents types d'entreprises, de l'industrie à la start-up, c'est que je trouve qu'il y a un sujet sur ça qui est assez peu évoqué. Il y a 2 choses là-dessus qui m'importent. C'est l'égalité homme-femme, d'avoir cette conscience en tant que dirigeant qu'il faut avoir cette égalité homme-femme et ce respect homme-femme. Respect homme-femme, ça veut dire que toutes les blagues graveleuses déjà ne doivent pas exister dans le monde de l'entreprise. C'est pas bienvenu. C'est bête à dire, mais je sais que ça pourrait frustrer beaucoup d'hommes, cadres, etc. ou CEO. Et en fait, ça paraît basique et normal parce que ça peut mettre mal à l'aise des femmes qui sont dans l'entreprise. Et d'avoir cette... Moi, je suis
ni pour être... Je veux pas être un protecteur des collaboratrices que j'ai chez moi, mais simplement d'avoir cette vigilance que au sein de l'entreprise, chacune se sent aussi bien que chacun. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a un cadre à mettre ensemble. Et la deuxième chose que je voulais dire là-dessus, et c'est lié, c'est une association avec qui nous on est un peu en lien, etc., qui s'appelle One It's Three Women, qui est une association qui en fait vient en aide aux femmes qui subissent des violences conjugales. Et c'est de dire aussi, voilà, peut-être à la limite, je partage cette association, d'aller regarder cette association, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une femme sur 3 subit des violences conjugales, et que l'entreprise, bien souvent, est un refuge pour ces femmes-là. Donc, voilà, d'avoir conscience de ça, de se dire, chez nous, on en a tous, forcément, avec ces proportions, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Là encore, l'idée, c'est pas d'être... de vouloir être un héros et de se mettre en protecteur là-dessus, mais plus en aidant, en ouverture sur le sujet. Ouverture sur le sujet et en aidant, en disant, voilà, qu'est-ce que concrètement, moi, en tant qu'entrepreneur dans mon entreprise, si j'ai plusieurs femmes, très certainement, il y en a qui sont potentiellement, à un moment donné, vont être touchées par le sujet. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme sujet? Et en fait, on se rend compte que il y a des choses qui peuvent être faites, ne serait-ce que donner les informations vis-à-vis de ce sujet-là, est aidant. Voilà. Donc, on n'est pas protecteur, mais on peut quand même aider sur le sujet. Oui, en tout cas, accueillir. Oui, accueillir, accepter que ça existe et aider quand ça arrive. Oui. Aider quand ça arrive, encore une fois, c'est pas aider en restant à sa place. En restant à sa place, mais c'est simplement en donnant parfois une flexibilité aux collaboratrices qui peuvent avoir ça, et voilà, c'est tout. C'est juste être à l'écoute de ça. Écoute, j'aime beaucoup l'ouverture l'ouverture sur le mieux travailler ensemble. Effectivement, le sujet homme-femme. C'est intéressant que tu l'abordes parce que je ne l'avais pas connecté aussi fort, alors qu'en fait, quand tu le présentes comme ça, c'est une évidence. Et donc, peut-être qu'on pourrait faire un épisode entier sur ce sujet là, c'est sûr. Tu peux... que je connais bien en tant que femme et qui est souvent dévié, galvaudé ou mal... je trouve mal amené en fait. Donc merci pour ça. Merci beaucoup Maxime d'avoir pris le temps avec nous. Et puis j'espère que vous avez tous passé un bon moment. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi écouter et découvrir ce podcast. Je vous remercie tous et excellente journée. Au revoir.